Avant de démarrer l'épisode du jour, je voulais vous parler des éditions de Saxe, qui me font le grand plaisir de sponsoriser 3 épisodes. Alors si vous faites des loisirs créatifs depuis un moment, il y a de fortes chances que vous ayez déjà eu entre les mains un livre ou un magazine qu'ils ont publié. L'ADN des éditions de Saxe, donc c'est une entreprise familiale qui a été fondée dans les années 60, et donc leur ADN il est centré autour du plaisir du fait main pour révéler à la fois la créativité des auteurs et des lecteurs. Aujourd'hui, la maison a un catalogue riche de livres et de modèles créatifs. Oui, parce qu'en fait, sur edisax.com, on trouve aussi des patrons et des modèles à l'unité à télécharger. Par exemple, pour préparer Noël, alors oui, je sais, on vient à peine de ranger les vêtements d'été, mais il est possible, comme moi, que toutes les fins d'année, vous vous disiez qu'il faudra démarrer les cadeaux ou la déco fait main plus tôt l'année prochaine. Donc, pour décorer la maison pour Noël, on peut s'y mettre maintenant. Et vous verrez qu'il y a plein de choix parmi les livres des éditions de Saxe, de la feutrine, du punch needle, de la broderie, des arts du papier, des couronnes végétales, mais aussi des thématiques surprenantes et tendances comme la création des portes Pixie. Alors les portes Pixie, vous savez, ce sont ces petites portes pour les lutins farceurs de Noël qui font patienter les enfants. Et côté cadeaux, évidemment, il y a plein de livres pour fabriquer de vos 10 doigts des cadeaux pour vos proches, notamment le livre Cadeaux à coudre sans patron spécial débutant de Huguette Payette qui sortira début novembre. Et nouveauté cette année, les éditions de Saxe sortent des coffrets pour apprendre le crochet et la broderie. Pour les fans de crochet qui maîtrisent déjà bien, il y a 2 coffrets créés par Lulu Compotine avec les poupées de Lulu à crocheter, une première sur la thématique de l'école et la deuxième sur Noël justement. On a donc encore de belles heures devant nous pour nous évader en créant. Tous les livres des éditions de Saxe sont évidemment disponibles dans vos librairies en ligne ou physiques, et puis sur edisax.com également. Et pour celles qui auront le plaisir de se rendre au Salon Création et Savoir-faire à Paris fin novembre, ce sera l'occasion de feuilleter les livres sur le stand directement et de participer à un atelier créatif sur le stand. Surveillez les infos sur les réseaux sociaux des éditions de Saxe. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec, désormais, un nouvel épisode chaque samedi. Qu'ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Pauline, de la marque Les Mimines de Pauline, que je partage avec vous. Après quelques années à travailler dans la communication, Pauline s'est lancée dans l'univers du cake design, en modelant des éléments décoratifs en pâte polymère. Et puis un jour, elle découvre la poterie, passe des heures à s'auto-former, et commence à vendre ses créations. Elle nous raconte donc ses différentes phases de transition, comment elle arrive à se renouveler pour faire durer son activité. Elle nous parle également de son lien avec Instagram, du soutien de son conjoint, de ce que ça signifie d'avoir son atelier à la maison et de la manière dont elle optimise son temps. Je sais que je radote, mais tant pis, j'adore ces rencontres. Et j'espère que vous en retirez la même richesse que moi. Bonne écoute! Bonjour Pauline, bienvenue sur mon podcast Fait Main. Bonjour, merci beaucoup, c'est un plaisir. Oui, c'est trop chouette, je suis hyper contente que tu aies accepté. J'ai découvert ton travail autour de la céramique il y a quelques semaines, quelques mois, donc je suis ravie. J'ai le sentiment que qu'il y a beaucoup de créatrices et de créateurs autour de la poterie, de la céramique en ce moment, c'est ce que tu... Oui, alors aussi c'est vrai que c'est un phénomène qui prend pas mal d'ampleur depuis, je dirais, à peu près 2 ans. Et moi, la première, je suis tombée dedans. Hein. Moi, ça m'est venu il y a 2 ans à peu près, je me suis penchée dessus forcément en tombant de plus en plus sur des créations sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, etc. Et c'est vrai que l'aspect de la céramique fait main, je trouvais ça très très joli. Et puis tout bêtement m'est venue en tête l'idée de le faire moi-même puisque voilà, je pense que je suis assez habile de mes mains pour le coup. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas tenter de me faire ma propre tasse. Et à partir de ce moment-là, je me suis renseignée pendant des heures et des heures sur le sujet de la poterie.
Voilà, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube, pareil pendant des heures. J'ai essayé de m'imprégner des gestes, des informations que je pouvais avoir à travers les livres, à travers Internet, etc. Et je suis assez... quand j'ai une idée en tête, j'ai tendance à foncer. Donc, je me suis lancée en achetant un four d'occasion parce que pour la poterie, il faut absolument le four adapté. C'est un four qui peut monter à très haute température. Donc, on ne peut pas faire ça dans notre four traditionnel de cuisine. Le four ménager, ouais. Voilà. Et puis, bon, je me suis quand même un petit peu entraînée avant avec de la terre qui durcit à l'air libre. D'accord. L'argile auto-durcissante. Voilà, l'argile auto-durcissante, tout à fait. Et puis, de par mon passé et de par mon activité, j'avais fait énormément de modelage, puisqu'à la base, c'était ça que je proposais à mes clientes, des sujets modelés à la main en argile polymère. Donc, on va dire que j'étais assez à l'aise avec le modelage de base. Et c'est ce qui m'a aussi poussée à me lancer dans la céramique, quoi. Et puis aujourd'hui, je regrette pas du tout ce choix. Oui. Alors bon, je suis rentrée dans le vif du sujet sur la céramique voilà. Donc du coup, je t'ai pas demandé qui tu étais, d'où tu viens, qui es-tu. Alors, qui je suis? Je suis Pauline, j'ai 33 ans, je vis en Île-de-France depuis toujours. J'ai toujours vécu en Île-de-France. J'ai 2 enfants de 6 et 9 ans, donc Elisa et Axel. Et voilà, grosso modo, j'ai fait des études dans la communication. Donc, j'ai commencé une petite carrière en tant qu'attachée de communication, mais je t'avoue que c'était plus par dépit, ce choix-là. Voilà, c'était pour faire des études. J'ai mis très très longtemps à savoir ce que je voulais faire. Donc du coup, voilà, je m'étais un petit peu lancée dans la communication par dépit parce que déjà il n'y avait pas de mathématiques dans cette voie-là. Je vois. Voilà. Et ça me parle. Ouais, c'était ma bête noire. Ma bête noire dans toutes mes études, les mathématiques, c'était un carnage. Donc voilà, j'ai obtenu une licence en communication qui m'a amenée à commencer un métier dans ce domaine-là. Mais j'étais pas du tout épanouie là-dedans. Ça me plaisait pas vraiment. C'était un métier alimentaire, on va dire. Et pendant mon 2e congé de maternité, c'est là où j'ai vraiment eu le temps de me plonger dans la création. Et ça a commencé par le cake design à la base. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. C'est pas du tout. Ouais, enfin, il y a toujours un rapport à la matière, par contre. Exactement. Il y a toujours un rapport au modelage. En fait, c'est ça. Voilà, mes outils principaux sont mes mains. Et voilà, c'est créer des choses avec mes mains. Et ça a commencé avec le cake design et plus particulièrement les petits sujets qu'on mettait en haut des gâteaux. Bien sûr. Voilà. Tout fait sens. Voilà. Tout découle, en fait. C'est assez... quand on suit mon chemin, on comprend, en fait, voilà, ce qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Et tout a un lien, je trouve. Donc voilà, ça a commencé par le cake design. Et au fur et à mesure, les clientes qui me commandaient des gâteaux me spécifiaient le thème. Ça pouvait être des personnages de dessins animés, ça pouvait être la nature, les lapins. Enfin, je dis voilà, ça passait par tout et n'importe quoi. Et moi, je m'éclatais principalement à créer ces petits sujets qu'on mettait en haut des gâteaux. Et après, ça a carrément viré au gâteau de mariage où là, je me suis mise... C'est ce que j'allais dire. C'était, pareil, la suite logique, oui. Les personnages en haut du gâteau, Exactement. Donc là, ça devenait un petit peu plus complexe puisque je me suis lancée carrément dans la représentation de personnes humaines, entre guillemets. Des mariés. Voilà. Donc, les clientes m'ont envoyé les photos et je les représentais en miniature, en fait, avec les tenues de mariée, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est un petit peu découlé dans la céramique, tout ça. Mais comme tu dis, je pense que c'est un petit peu... Le fil conducteur, c'est le modelage, quoi. Ça a toujours été là. Et comment tu as fait cette transition entre ton emploi donc alimentaire et enfin qui te plaisait plus ou moins et puis de te lancer parce que donc tu as eu ton congé mat mais et en fait j'avais la chance une chance oui et non mais j'étais en CDD à ce moment-là. D'accord. Donc si tu veux pendant mon congé maternité mon CDD s'est terminé et j'ai tout simplement décidé de pas le renouveler.
D'accord. J'en ai discuté bien évidemment avec mon chéri, qui m'a encouragée dans cette voie-là parce qu'il voyait que moi déjà ça me plaisait, que j'étais heureuse dans ce que je faisais, mais il voyait aussi que j'avais de plus en plus de clientes et que ça pouvait être quelque chose qui fonctionne, quoi, que je pouvais lancer mon business là-dedans et surtout m'épanouir beaucoup plus que ce que j'étais dans la communication. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Donc, tu as eu quand même droit à Pôle emploi pendant Oui, ah les oui, 2 oui, ans de ouais, transition. Hein. voilà, exactement. Donc ça m'a permis aussi d'avoir une sorte de sécurité, de filet de sécurité, le temps de vraiment me développer et de me faire mon réseau et que ce soit vraiment stable et fixe, quoi. Ouais. Et tes clientes, elles te trouvaient comment? Par Instagram principalement? Ouais, alors Ouais. moi je vais pas vous mentir, c'est quasiment 100% de ma clientèle, ça vient des réseaux sociaux, quoi. Ouais, d'accord. J'ai eu la chance de me lancer, je pense, au moment où les réseaux sociaux étaient assez accessibles Mmh. pour se faire connaître, surtout en étant créatrice. Je pense que je suis arrivée au bon moment et c'était vraiment la limite parce qu'après il y a eu un revirement, je trouve, dans l'algorithme d'Instagram et dans son fonctionnement. Et voilà, je pense que je me suis engouffrée dans la bonne brèche et j'ai réussi à me faire connaître, à développer un petit peu ce milieu-là et c'est ce qui m'a ramené en fait énormément de clientèle, quoi. Oui, parce que c'est moins facile aujourd'hui, Je de ton trouve, point de vue, hein, de je trouve. démarrer aujourd'hui. Ouais, ouais, Je ouais. trouve Mmh. que c'est beaucoup plus difficile. Déjà, le fonctionnement d'Instagram a beaucoup changé Mmh. quand on le voit tout simplement au réel, hein. Avant, c'était beaucoup de photos. Ça marchait beaucoup, beaucoup par les photos et maintenant, il faut créer des contenus divers et variés et ça devient vraiment un métier, quoi. Enfin, Mmh. c'est plus on prend notre petite photo toute mignonne, toute jolie, on la publie et ça nous rapporte des likes et notre compte grandit. Non, c'est tous les jours, il faut faire du contenu, il faut prendre le temps, il faut quand même avoir des outils, il faut avoir des connaissances et il faut s'y Il faut avoir intéresser. envie? Ouais, ça devient vraiment, je trouve, une casquette de la créatrice à part entière, quoi. Ouais. C'est du boulot. Ouais, c'est clair. Et alors, du coup, tout ce que tu avais appris en com, te sert aujourd'hui? Ou Ouais, ouais, finalement, ouais. ouais, si. Non, 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 je suis quand même assez contente. Je dis merci à papa et maman parce qu'ils m'ont quand même payé des études en communication, donc je ne vais pas dire que ça sert à rien. Ça m'a quand même aidé justement à comprendre les mécanismes et les rouages un peu des réseaux sociaux et de la communication. Et voilà, je pense que ma communication, mon univers, mon identité vient un petit peu du fait que j'ai su mettre bout à bout toutes ces Mmh. petites choses-là et me créer un univers qui plaît aujourd'hui, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Et alors, tant qu'on est sur Instagram, tu as lancé donc un canal Ouais. Instagram, donc réservé aux gens qui ont envie, enfin pas réservé, mais en tout cas comment Qui dire? sont vraiment très assidus Vo- à ma Voilà, communication. les personnes voilà, qui apprécient Ouais, particulièrement suivre ton travail. ouais, c'est ça. Comment tu trouves ça, l'utilisation alors Alors, après quelques semaines? je suis un petit peu mitigée. Moi, mon canal, je l'ai appelé à cœur ouvert parce que enfin, selon moi, hein, c'est vraiment mon avis personnel. Selon moi, c'est un petit peu un lieu où voilà, on poste spontanément, sans filtre et sans artifice, parce que moi, par exemple, dans mes stories, j'essaye toujours de faire des stories un peu jolies. Voilà, avec un décor où je fais attention à ce qu'on voit dans la vidéo, voilà, à ce que je dis. Alors que le canal, c'est vraiment un peu spontané, quoi. Je veux Mmh. montrer quelque chose, même si derrière on voit des outils un peu cracra ou je le mets quand même. Et je donne aussi des informations un petit peu en exclusivité que je donne pas en story et en post. Voilà, pour donner un petit peu le sentiment quand même aux filles qui me suivent qu'elles sont un petit peu privilégiées d'avoir accès à ce canal et que ça apporte un plus, quoi. Mmh. Mais c'est vrai Et que d'un autre côté, c'est à double tranchant parce que elles peuvent pas communiquer avec nous. ouais.
Donc, c'est un petit peu un monologue en fin de compte et on est vite frustré et vite un peu lassé, je trouve, de ce type de communication. Je partage. Moi, j'en ai pas ouvert un, mais effectivement, de l'autre côté, tu vois, en tant qu'utilisateur de canaux sur certains comptes que je suis, effectivement, je trouve que ça montre un attachement particulier à la créatrice ou au créateur. Parce qu'en fait, si tu suis finalement 50 canaux, ben tu repasses autant de temps que ce que tu passes déjà sur Insta, et pour certains d'entre nous c'est beaucoup trop de temps, mais je m'inclus dedans, hein. C'est très chronophage, ouais. Voilà. Et effectivement une certaine frustration, on peut juste liker, et quelque part toi ça nous, enfin, et là je me repositionne en tant que créateur de contenu, je me dis ça doit te repositionner à toujours être vigilante, ou du moins attentive au like. Oh non, ça met. Je l'ai pas activé de suite. Moi, j'ai eu accès au canal il y a un petit moment, mais justement, je l'ai pas activé tout de suite parce que j'étais vraiment dans le doute d'en faire un ou pas. D'ailleurs, j'avais fait un petit sondage en story à ma communauté parce que justement, je comprenais pas vraiment l'intérêt de ces canaux. Après, je te cache pas que je l'ai fait aussi parce que je pense que ça joue dans l'algorithme d'Instagram, et que moi, clairement, mon entreprise vit d'Instagram, donc il faut que j'y fasse attention, il faut que je m'adapte et que j'évolue avec les fonctions d'Instagram. Donc voilà. Après, je suis assez, j'essaye de m'écouter dans le sens où je me force pas à tous les jours mettre des choses dans ce fameux canal. Il y a des moments pendant une semaine, je vais rien y mettre du tout. Et puis après, en fait, je suis mes envies, quoi. Je me force pas, j'essaye de pas me forcer et d'y aller vraiment de manière naturelle. Moi, je pense que c'est la clé, hein, pour pas y lancer notre santé mentale. Je sais pas si c'est la clé, mais bon, après, je veux pas que ça devienne une pression, quoi. Je veux pas que ça me procure du stress et me forcer à publier constamment, parce qu'après, je suis persuadée que si on se force, au bout d'un moment, ça va se ressentir auprès de la communauté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, alors pour en revenir au modelage, parce qu'on a fait une parenthèse Insta, au modelage, donc tu disais finalement tu as appris en regardant, tu as aussi appris avec des stages en réel et en physique? Alors, ou t'as fait que YouTube? Pas du tout, je suis complètement autodidacte. D'accord. Ouais, je suis complètement autodidacte. Alors, ça peut étonner, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai tâté à l'argile polymère, c'est-à-dire la marque principale, c'est la Fimo. Voilà, en général, on appelle ça de la Fimo, mais c'est comme le scotch pour le ruban adhésif. En fait, c'est la marque. Ça s'appelle de l'argile polymère. J'ai commencé à tâter cette argile au collège. Je me souviens, je faisais déjà plein de petits personnages et je faisais beaucoup les bijoux gourmandises. Des petits macarons, des petits cupcakes, des petits... voilà. Donc, j'ai commencé à ce moment-là. Et puis après, en grandissant, j'ai complètement arrêté pendant des années. Et ça m'a repris pendant mon congé maternité. Et voilà, je me suis beaucoup intéressée à ça au moment du cake design. Et j'ai commencé à suivre des comptes de créatrices. Alors, il y en a très, très peu en France, voire pas du tout, qui font ça. Je pense qu'on est vraiment très, très peu. Mais en Angleterre, aux États-Unis et pas mal au Brésil, il y a beaucoup de créatrices de modelage de ce type-là. Donc, je les ai suivies, je me suis intéressée. J'ai acheté pas mal de livres aussi. Alors forcément, c'était des livres étrangers parce qu'en France, on n'en a pas. Et puis, en m'entraînant, voilà, ça m'est venu un petit peu tout seul, quoi, avec l'entraînement. Et je pense que c'est pas de la chance parce que voilà, c'est aussi beaucoup de travail, mais c'est un petit talent que j'ai eu et que j'ai réussi à développer. Et aujourd'hui, ça m'a bien servi, quoi. Ouais, c'est clair, c'est chouette. Et alors, je me souviens un jour, tu parlais de l'aspect imparfait, entre guillemets, des tasses. Alors, tu me dis si je me trompe ou pas, si c'était bien toi. C'est un petit peu le slogan que j'ai mis d'ailleurs sur ma carte de remerciement, des tasses parfaitement imparfaites. Ouais. Oui, voilà. Et en fait... parce que spontanément, je m'étais fait la réflexion de dire, elles sont pas parfaites. Oui. Comme tu vois, comme effectivement une tasse
la tasse habituellement telle qu'on se la représente, c'est la tasse qu'on achète potentiellement sur un rayon de supermarché ou de magasin de déco. Et donc, celle-ci est parfaite. Et quand tu as fait cette réflexion sur Insta, je dis bah oui, en fait, c'est effectivement. Enfin, tu disais que tu expliquais que c'était le but recherché et qu'elle soit pas comme si elle était tournée par je sais pas quoi, une machine ou enfin j'imagine. Enfin, c'est ça. En fait, ça met en avant le côté artisanal, le côté c'est ça. humain, et cet aspect un petit peu irrégulier et imparfait. Je trouve que ça ajoute vraiment une petite valeur ajoutée à la pièce et ça la rend d'autant plus authentique. Enfin, en tout cas, à mes yeux et aux yeux de pas mal de clientes. Ça marche et moi, j'aime beaucoup en tout cas. Alors, c'est pas le goût de tout le monde et je le conçois totalement, mais moi, je trouve ça personnellement très joli d'avoir cet aspect un petit peu irrégulier et authentique de la pièce et d'avoir les traces finalement du côté artisanal, quoi. Oui, du potier, oui. Bah, effectivement, tu vois, au départ, je pense que spontanément, j'ai mon attirance, mon goût était plutôt sur les tasses complètement lisses parce que c'est toujours ce que j'ai vu. C'est toujours ce qu'on a connu, hein. Ouais. Voilà. Et quand tu as fait cette réflexion, je suis oui. C'est vrai que du coup, c'est pas la même que celle que. Enfin, tu vois, j'imagine qu'il n'y en a pas deux strictement identiques. Non. C'est ça aussi, c'est que ça met vraiment en avant la singularité de chaque tasse. Il n'y en a pas deux identiques, elles sont toutes uniques et tu te dis que bah voilà, quand tu bois ton thé ou ton café ou ton chocolat chaud dans ta tasse, tu sais très bien que aucune autre personne n'aura la même, quoi. Donc, tu vas pas aller chez Maison du Monde ou un autre magasin pour la retrouver. Parce que voilà, elle est unique et c'est ce qui fait un petit peu la valeur de l'objet aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. Et alors, là, sur les créations que tu fais, j'imagine, comme dans plein d'arts différents, la copie / inspiration doit être assez vite fait, quoi. Ouais. Je pense tu sais, à ta petite assiette en forme de tartine. Oui. Et au fait, il y a quelques semaines où tu as eu des petites mésaventures, qu'il y en a une qui a été cassée d'un côté. Ça, c'est typiquement quelque chose que tu vas pouvoir peut-être retrouver chez d'autres potières ou même dans des magasins de décoration, tu vois, qui reproduiront la même chose. Ah oui, qui, toi, était un petit peu une erreur. Enfin, c'était un... Voilà. C'était une erreur, hein, tu peux dire. C'était un petit accident de parcours. Voilà. Mais au final, j'ai toujours l'image de la tarte tatin, en fait, quand je pense à cette fameuse petite assiette cassée. Voilà, le petit accident a donné quelque chose de plutôt cool, quoi. Donc, j'en garde une bonne expérience. Et pour en revenir au côté copie et inspiration un peu trop poussée, c'est vrai que, alors avant, j'ai jamais eu à faire face à ça parce que quand je modelais mes petits sujets pour les gâteaux, etc., comme je te dis, en France, on était vraiment très, 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 très peu à faire ça. Et du coup, j'avais jamais eu à me confronter à ce problème-là. Là, depuis que je fais de la céramique, alors non plus, j'ai pas eu ce problème-là parce que je sais très bien, je sais pertinemment que je suis pas la seule à faire de la céramique. On est de plus en plus. Oui. Et puis ce côté fait main, ce côté parfaitement imparfait, on est nombreuses à l'exploiter et à le mettre en avant. Et c'est aussi ça qu'il faut accepter. Enfin, je pense que dans la céramique, c'est un univers qui est assez large et assez vaste pour donner la place à tout le monde. Le principal, c'est vraiment de garder son identité, d'avoir sa petite patte personnelle. Et moi, je me dis toujours qu'à partir du moment où on voit ma pièce et on se dit « Ah tiens, ça, c'est Pauline qui l'a fait », parce qu'on sait reconnaître justement mon monde et mon univers, c'est tout bon pour moi, quoi. Par contre, si on met 10 pièces sur la table et qu'on est incapable de savoir laquelle est faite par moi, je serais un petit peu... je me poserais des questions parce que je me dis « Ah, ça veut dire que voilà, j'ai pas de signature, quoi. J'ai pas de... » Après... je comprends qu'au début, quand on se lance dans une activité, quand on se lance dans un art, que ce soit la céramique ou d'autres choses, hein, on a besoin d'être inspiré par d'autres créatrices et créateurs. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des ressemblances au début de parcours.
Moi, la première, hein, je vais pas me cacher, hein, je me suis inspirée d'autres personnes, j'ai reproduit un petit peu ce qu'elles avaient fait parce que c'est ma manière à moi aussi de m'entraîner et de prendre de l'expérience. Mais par contre, je vendrais pas ces pièces-là, quoi. Je les garderais pour moi et ce serait uniquement de l'expérience, quoi, personnelle. De l'apprentissage. Voilà, de l'apprentissage et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui poussent un petit peu le vice et qui en profitent pour se faire un petit peu d'argent sur le dos d'autres créatrices. Et ça devient vite pas cool. Après, faut faire la distinction et il faut pas tomber vite dans le « oh, elle me copie » parce que parfois j'ai comment dire, j'ai des abonnés qui m'envoient des messages, alors en toute bienveillance, hein, qui m'envoient des messages en disant « tiens, regarde, elle fait la même chose que toi ». Et alors moi, j'essaye de vite dire non, t'inquiète pas, c'est pas de la copie, c'est que voilà, on a la même idée, elle est faite différemment, ou alors elle est en début de parcours et elle s'inspire. Enfin, faut faire attention aussi à pas tomber dans cette espèce de méchanceté. Voilà, je suis pas trop pour ça, quoi. Ouais, je comprends. Tu t'es tout de suite dit que tu allais investir dans un four? Parce que c'est quand même un investissement important, même s'il est... ouais. Bah, c'est un sacré budget, hein, le four. Ouais, plus l'électricité. On sait très bien ce qui s'est passé à l'hiver dernier, où on a cru qu'on n'allait plus avoir d'électricité, que les factures ont explosé et tout ça. Comment tu gères ça? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis assez... quand j'ai une idée, je me lance à fond, c'est-à-dire que je pense à ça littéralement jour et nuit, quoi. Quand j'ai eu l'idée de la céramique... je vais pas dire que j'étais assez sûre de moi, mais j'étais assez confiante dans le fait que ça allait fonctionner. Parce que déjà, de par mon expérience du modelage, etc., je sentais que j'allais pouvoir choper le truc. Et pour moi, c'était vraiment le moment de se lancer dedans, justement, avant qu'il y ait trop de monde qui se lance dans la céramique. Parce que c'était vraiment un petit peu les débuts. Et j'avais peur qu'après, ce soit trop tard, qu'il y ait trop de monde et que je me perde un peu dans l'univers de la céramique et que j'arrive pas à me faire ma place. Donc, évidemment, j'en ai parlé avec mon conjoint parce que il fait partie de ma vie et que j'avais besoin d'avoir, entre guillemets, son avis et son aval parce que c'est quand même un budget et c'est quand même, comme tu dis, ça a besoin de beaucoup d'électricité. Donc, ça s'en ressent sur les factures après. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un four d'occasion pas très loin de chez moi qui était quasi neuf. Et là, j'y ai vu une aubaine, quoi. Je me suis dit, c'est un signe. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai pris mon gros four. et puis ça l'a fait, quoi. Ça l'a fait. Bon, petite précision, je crois que si nous aussi on veut faire cuire des pièces et qu'on n'a pas l'ambition d'en faire un métier comme toi, on peut aussi aller apporter nos pièces chez des céramistes, hein, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Voilà, pour faire cuire. Il y a aussi cette option-là de rechercher les céramistes autour de chez nous qui proposent leur four en location. Donc ça, c'est tout à fait possible et j'aurais pu le faire, hein, mais j'aime bien avoir les choses à disposition. Et du coup, voilà, j'ai carrément un petit peu franchi le cap assez vite. Ouais, d'accord. Est-ce que le fait de faire des pièces en série, comment tu vis ça? Est-ce que tu vois, alors je sais pas jusqu'à combien de pièces tu fais pour un même modèle? Alors, comment tu tournes, mais je fonctionne pas du tout par série. Tout simplement parce que je n'aime pas ça. Ouais, ça, je pense que j'arriverai jamais à fonctionner par série parce que je m'ennuie assez vite en fait. J'ai besoin de renouveler. De toute façon, tu peux le voir quand tu parcours un petit peu mon feed Instagram. J'ai besoin de sortir assez souvent des nouveautés parce que voilà, ça m'anime en fait et j'ai beaucoup d'idées qui me viennent et j'ai besoin de les appliquer parce que ça me vient et c'est assez viscéral, c'est assez vital de créer et de mettre en application un petit peu toutes les idées qui me viennent. Et du coup, le fait de produire en grosse série, c'est redondant, quoi. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'effectivement, ça peut être vite lassant.
Mais Ouais. là, donc au max, tu fais combien de quantité du même objet Alors, après, pour chaque vente? ça dépend du succès, entre guillemets, de la pièce. D'accord. Mhm. Si je vois qu'une pièce plaît énormément, je vais, entre guillemets, faire l'effort de produire, je sais pas, je dirais une 50aine de pièces. D'accord. Tu vois. Mais ça ira. Enfin, je suis pas, déjà, je suis pas une usine. Hein, je suis pas. Donc, faut que ça reste à l'échelle de mes 2 petites mains. Mais en général, quand c'est des pièces que je fais beaucoup comme ça, elles sont toujours personnalisées. Par exemple, les petites assiettes à tartines, bien que je peux en faire 50 en une session de commande, eh ben, elles restent uniques puisqu'il y a toujours le petit texte personnalisé au milieu. Donc, c'est ça qui les rend aussi uniques et j'ai l'impression et comme ça, j'ai l'impression de ne pas faire de série à proprement parler. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah si, je vois, mais ça veut dire que ça te rajoute du boulot parce que on est Oui. sur du sur-mesure. Voilà, c'est exactement ça. Ce sont des pièces personnalisées. Alors, ça a des avantages pour les clientes parce que Ouais. c'est du personnalisé. Ouais. Et ça a aussi des inconvénients parce que ça veut dire que le délai est beaucoup plus long. Parce que forcément, c'est pas du stock déjà préparé qui part juste après la vente. Il faut, moi, je fonctionne par précommande. Donc, je prends toutes mes commandes environ une fois par mois. Et ensuite, il y a un délai de 4 à 6 semaines, le temps que je produise toutes ces commandes personnalisées et que je les envoie, quoi. Donc, ça demande de la patience pour la cliente. Et ça rajoute, je te cache pas, un petit stress aussi pour moi parce que bah voilà, je sais que derrière cette pièce, il y a quelqu'un qui patiente et que il faut que la pièce soit jolie, il faut que j'y mette tout mon amour et voilà. Mais je me vois pas faire autrement. Ouais. Et envoyer de la céramique par la poste, par les transporteurs, comment t'arrives à gérer ça? Parce que c'est toujours un peu l'angoisse dès qu'on veut... C'est toujours un peu l'angoisse. Alors, bon, moi, j'ai toujours eu je suis un petit peu habituée à ce stress de l'envoi des pièces fragiles parce que mes petites figurines que je faisais avant, c'est pareil, elles étaient fragiles. Donc, je les emballais toujours très soigneusement. Donc, on va dire que j'étais un petit peu habituée à cette méthode-là d'envoi. Après, ça a pris une tournure un petit peu plus grosse avec la céramique. J'ai fait des tests. Et puis, j'ai la chance, moi, d'avoir une usine de tout ce qui est matériel d'emballage juste à côté de chez moi. Donc, en fait, je me fournis directement là-bas et ils ont vraiment tout à disposition, quoi. Donc, j'ai juste à choisir un petit peu ce que je veux. J'ai fait des tests de conditionnement chez moi où j'emballais ma tasse et je l'achetais dans les escaliers. C'est un peu extrême. Dans les escaliers et je voyais si ça tenait à l'intérieur. Alors, c'est des tasses auxquelles je tenais pas trop, hein, qui étaient un petit peu loupées. Ouais. Mais voilà, je me suis formée entre guillemets comme ça. Mais c'est vrai que ça demande, c'est un très gros investissement financier aussi. On ne s'en rend pas compte, mais l'emballage pour les pièces fragiles comme ça c'est un sacré budget et c'est un sacré temps demandé aussi parce que moi, j'ai ma petite maman qui vient m'aider pour faire tous les emballages, mais on y passe un temps fou parce que c'est du papier de soie, c'est du papier bulle recyclé, c'est du papier cartonné, c'est le carton double cannelure. Voilà, c'est assez conséquent, mais on n'a pas le choix. Si on veut que notre pièce arrive intacte entre les mains de la cliente, il faut tout ça, quoi. Il faut ça, ouais. Bon. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments plus difficiles dans ton parcours? Peut-être des moments où peut-être tu t'es dit aussi flûte, c'est bon, j'arrête, ou peut-être pas jusque là, mais tu vois, parce que souvent en fait on montre, et moi la première dans les épisodes, finalement on parle toujours des succès, mais moins des moments difficiles. Ouais. Alors j'ai eu forcément des moments de doute, hein, bien sûr. Après, de là à me dire que j'avais envie d'arrêter, ça m'est jamais arrivé. Parce que c'est vraiment ma passion. Enfin, je me vois pas. Je serais vraiment très très malheureuse si demain ça s'arrêtait et que je devais retourner dans le salariat. Je serais vraiment la plus malheureuse. Donc je pense que ça vient du fait aussi que je mesure la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion. Et ça, je touche du bois tous les jours. Vraiment, je remercie le ciel ou qui que ce soit qui existe que ça se soit produit. Donc non, l'envie d'arrêter, jamais. Des moments de doute, oui. Quand j'ai pu voir que, par exemple, sur Insta, ça fonctionnait beaucoup moins bien, tu as beaucoup moins de visibilité et
ça rejoint un petit peu le fait que Instagram, c'est une très, très grosse pression parce que c'est notre vitrine et c'est notre canal de vente, en fait. Donc, quand je vois que sur Insta, il y a des gros bouleversements comme on a eu il y a 2 ans, de devoir totalement revoir notre moyen de communiquer avec les clients, etc., ça m'a mis un coup de stress. Et voilà, c'est des coups de mou comme ça. Mais jamais par rapport à la création ou par rapport à mes ventes, parce que ça aussi, j'ai beaucoup de chance. J'ai la chance que mes ventes soient toujours full tous les mois, quoi. Donc, ça donne une certaine confiance. Ouais. Je touche du bois aussi, pareil, que ça continue dans ce sens-là. Mais c'est vrai que là-dessus, je suis plutôt bien lotie, on va dire, quoi. Bah après, mon sentiment, c'est que c'est pas de la chance, c'est l'univers que tu as construit qui plaît. Et après, le danger ou le risque, entre guillemets, c'est de faire en sorte que ça continue, ce qui est finalement quelque part le plus difficile, d'arriver à se renouveler. Et comme tu dis, c'est une fois on m'avait posé la question, qu'est-ce qui est le plus dur, entre guillemets, dans ton métier ? Je pense que c'est ça, c'est le fait de devoir se renouveler en permanence. Mais moi, je le vois aussi comme un challenge. Je le vois aussi comme quelque chose de motivant au quotidien. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, je m'ennuie jamais parce que j'ai toujours plein d'idées qui me viennent et j'essaye toujours d'être inspirée par tout ce que je vois. Donc, à la fois, ça peut être source de stress, mais à contrario, c'est aussi source de motivation, quoi. C'est vraiment assez contradictoire, mais je le vois plus comme un boost. Le fait de toujours devoir se renouveler. Voilà. Et pour l'instant, l'inspiration est là, l'envie est là, donc YOLO, quoi. Oui, parce que alors ma formulation est nulle, mais t'es toute jeune et t'as encore plein d'années à travailler. C'est gentil. Je commence à avoir un petit peu le sentiment de plus être trop toute jeune, donc ça me fait du bien d'entendre. T'as quand même 10 ans de moins que moi, donc forcément, c'est un peu c'est pour ça que je dis que ma formulation est nulle, c'est parce que des fois, tu vois, ça fait un peu l'ancienne, et alors c'est que 10 ans, hein, mais tu vois, tu fais un peu style, t'es toute jeune, je sais pas quoi, bon bref. Mais est-ce que donc tu disais tout à l'heure que retourner dans le salariat, ça va pas te faire kiffer. Est-ce que tu arrives à te projeter ? Est-ce que tu as envie de te projeter dans 20 ans ou tu vois, à 60 ans ou, tu vois ce que je veux dire, de se dire comment je vais arriver encore à vendre, à créer, je me fais pas trop de soucis, mais tu vois. C'est vrai que parfois, ça me vient en tête, hein. Je me dis, je suis dans mon atelier là-haut et je me dis, mais est-ce que ça va durer encore 30 ans, encore 40 ans Après, je pense qu'il y a toujours moyen d'évoluer tout en gardant mon activité. C'est tout bête, mais je pense à donner des cours, tu vois, à ouvrir un atelier spécialement pour recevoir du monde et animer des ateliers. Ça peut être un gros projet aussi. Le jour où j'ai envie de devenir un petit peu plus la professeure que celle qui apprend par soi-même, une fois que j'aurai toutes les leviers, les ficelles, les leviers, les outils en main pour apprendre aux autres. Surtout que sur Paris, il y a beaucoup de choses comme ça qui ouvrent, des ateliers de céramique, des ateliers de création. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose à exploiter. Et puis voilà. Après, il y a des créatrices qui vivent de ça toute leur vie, hein, donc pourquoi pas pas moi, hein. Mais bien sûr. Non, mais t'as raison, parce que moi je viens peut-être que d'un endroit que tu connais, qui est la Puisée, à Saint-Amand-en-Puisée. Est-ce que ça te parle ? Très vaguement, hein. Je suis assez nulle en géographie. Alors, c'est dans Lyon et c'est en fait un village de potiers. Et oui, d'accord. Voilà, et comme je pense qu'il y en a un petit peu partout en France, etc. Et donc, c'est vrai que ces ateliers de potiers, les boutiques, etc., tu vois, j'ai 42, donc je les ai toujours connus. Et je pense qu'ils vont vivre encore longtemps après. Donc, on aura toujours besoin
Alors, tout dépend ce qu'on produit, évidemment, en céramique, c'est plus ou moins utilitaire ou déco, etc. Donc, on aura toujours besoin de manger dans des assiettes. Enfin, j'imagine, j'en sais rien, Marc. En tout cas, bon, les 30 prochaines années, on aura sans doute encore besoin de boire dans des tasses, etc. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça cesse. Et à partir du moment où on s'en donne les moyens et où on croit un petit peu en ce qu'on fait et que surtout que ça nous plaît, je pense que si ça te rend heureux et que voilà, tu sais que tu as envie de vivre de ça toute ta vie, tu te donnes les moyens, quoi. Alors forcément, je dis pas que c'est facile. Il peut y avoir des freins à ça. Hein. Il peut y avoir des choses qui font que malheureusement tu dois arrêter ton activité. Et j'en ai vu qui ont dû arrêter leur activité parce que c'était trop dur, surtout avec le contexte actuel. C'est d'autant plus difficile de vivre de ces créations. Mais j'y crois. J'ai pas envie de tomber dans cette optique un peu triste ou de se dire que... Pessimiste. Ouais, pessimiste. Moi, personnellement, j'y crois. Et puis, je me dis que je suis passée par le cake design. Ensuite, je me suis lancée dans l'argile polymère. Je fais aussi des bijoux. Je fais aussi des boucles d'oreilles en argile polymère. Après, il y a eu la céramique. Ça se trouve, demain, je vais découvrir une nouvelle matière. Bien et sûr. on ne sait pas, quoi. Oui, c'est ça. T'as effectivement... il y a ce côté rassurant qui est de dire que tu n'as pas commencé ta carrière comme comme je le pensais. Voilà, dans le même métier qu'aujourd'hui. Et ce métier, tu l'as fait évoluer et finalement, tu le designes toi-même, quoi. Je trouve que c'est ça qui est chouette aussi. Ouais. Je pense qu'on n'a pas un chemin tracé, quoi. On peut bifurquer un petit peu à tout moment, entre guillemets, et il y a plein de possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Hein. Oui. J'aime bien penser comme ça, en tout cas. J'aime bien. Non, ouais, je suis d'accord avec toi parce que finalement, on travaille 40 et quelques années. Oui. 43 ou je sais plus combien. Il va falloir qu'on travaille. Aujourd'hui. On sait plus et on sait que ça va encore augmenter. Donc finalement, heureusement qu'il y a ces chemins de traverse ou ces bifurcations qu'on peut avoir dans notre carrière et faire autre chose à un moment donné. Ouais. Complètement. Et puis, moi, je veux rajouter aussi que je pense que j'ai aussi la chance d'avoir un conjoint qui déjà me soutient dans ce que je fais et qui a aussi, lui, un métier qui assure les arrières au cas où. Et ça, c'est hyper important parce que je serais pas aussi sereine et je serais pas aussi épanouie dans mon activité si je savais que si demain je vends moins, on serait dans la mouise, quoi. Je pense que ça aide aussi vraiment. Alors, il n'est pas dans l'atelier à m'aider à faire mes créations. Voilà, il touche pas du tout à tout ça. Mais le fait qu'il soit derrière à m'épauler et à assurer un petit peu la vie de la maison, etc. Je pense que ça libère l'esprit et ça libère aussi d'un poids. Le poids de voilà, faut qu'on puisse manger dans tous les cas à la fin du mois, etc. C'est ça aussi qui me permet d'être pleinement dans ma créativité, quoi. J'ai pas cette peur permanente de se dire il faut absolument que je vende, et je pense que c'est ça aussi qui m'aide à être créative constamment. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire. Alors, je vois complètement ce que tu veux dire et je suis carrément d'accord. Moi, je viens de me mettre à mon compte, donc tu vois, j'ai la même réflexion que toi en me disant on peut pas prendre tous les deux des risques au même moment, des risques professionnels. C'est ça. Au même moment. Après, moi, je suis toujours vigilante tout de même sur un aspect qui est que en cas de séparation, donc c'est des choses pas cool, mais qui peuvent tout à fait arriver, ou en cas de décès de l'un, voilà. Je me dis, il faut pas prendre le risque aussi de nous-mêmes nous mettre dans une situation difficile. Tu vois. Oui. Donc il y a ce côté-là où je suis toujours un petit peu de se dire si on se retrouve seul, il faut pouvoir subvenir complètement seul à nos besoins et voilà. Mais aujourd'hui et demain, parce que tu vois, dans le demain, c'est justement à la retraite. Une fois que si t'as moins cotisé à l'URSSAF, enfin toi en tant que salarié ou à ton compte, et ben ça sera d'autant plus de difficultés pour la suite. Ouais. Donc voilà. Ça, moi, alors au début, parce que ça fait 5-6 ans maintenant que je suis à mon compte. Alors au début, certes, c'était pas tout beau tout rose au niveau des finances, on va dire. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis assez
rentable entre guillemets pour m'assurer une retraite et pour m'assurer, comme tu dis, si demain il y a séparation ou qu'il arrive un gros malheur, je pourrais assurer de vivre moi seule avec mes enfants, par exemple. Donc, mais c'est juste pour dire que ma réussite passe aussi par le soutien du couple, quoi. Je comprends tout à fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je me suis... du coup, voilà, je suis dans la même situation, moins créative, parce que moi, c'est du podcast et du marketing, mais c'est exactement pareil. Il y a un moment donné, effectivement, si ton conjoint ou ta conjointe est pas hyper sponsor de ce que tu fais, hyper à tes côtés... Hein. Ouais, je pense que c'est très compliqué. Moi, il l'est, et en même temps, il y a des fois où je le trouve pas assez. Mais peut-être que c'est qu'un point de vue. Et quand je lui dis, ouais, mais là, bon, t'es pas très supportant, je sais pas quoi. T'apportes pas assez de soutien. Il me dit, bah si. Enfin, et il me montre en fait que j'avais tort. Et je le reconnais, tu vois, je lui dis, ah bah si, oui, effectivement, t'as raison. Bon, j'ai rien dit. Ne serait-ce que, comme tu dis, d'être plus présent à certains moments. Tu vois, là, à la fin du mois, il y a le CSF, le Salon de Création et Savoir-faire, où je vais être absente une semaine, 6 jours. Je peux pas dire qu'en fait, il me soutient pas, tu vois. Parce que c'est lui qui va gérer, il n'a pas posé de difficultés quand je lui dis, bon, je vais être partie 6 jours. C'est un peu la béquille, c'est un peu la béquille indispensable quand même quand on se lance dans un projet un peu créatif, ou du moins moi je suis auto-entrepreneur, donc c'est pour ça que je parle avec ce terme-là, mais ouais, il nous faut forcément une béquille, quoi, et puis il faut que ce soit même si on est seul dans notre activité, faut que ça fonctionne c'est un couple, quoi, tout simplement. Ouais, c'est une équipe qui fonctionne. Et tu disais tout à l'heure que il est là aussi justement en soutien, tu vois, pour les enfants ou l'organisation du quotidien. Alors, c'est oui. Bon, alors, on va dire qu'il a aussi un métier qui est très prenant puisqu'il est à son compte. D'accord. Il a son entreprise de paysagisme, donc il bosse énormément. Et du coup, c'est ça aussi qui l'a aidé dans le fait d'accepter et de m'encourager dans cette voie-là. C'est qu'en travaillant à la maison, en ayant mon atelier à la maison, je gère ma vie de famille et la vie à la maison assez facilement. C'est-à-dire que je dépose les enfants le matin, je les récupère à 16h30, je fais les devoirs, je m'occupe de le soir jusqu'à ce que lui y rentre. Alors, il s'en occupe très bien, hein, je dis pas que voilà, c'est pas un... Mais il n'a pas, entre guillemets, les contraintes un peu de la vie de famille à gérer, quoi. C'est moi qui ai ce rôle-là, et je m'en plains pas du tout. Parce que justement, je suis très heureuse de pouvoir gérer ma vie de famille et gérer ma petite entreprise et que ça fonctionne. Donc on a un fonctionnement aujourd'hui qui est très fluide, et on a une routine qui est très bien mise en place, en fait, qui nous convient à nous. Alors, je dis pas que ça conviendrait à d'autres personnes, hein, mais qui nous convient à nous vraiment très bien, quoi. C'est chouette. C'est l'essentiel. Et voilà, que ce soit choisi et que ça vous convienne à tous les deux, quoi, et aux enfants. C'est ça. Alors oui, il y a des moments où je vais râler, hein. J'en ai marre de tout faire, faut encore que je fasse à manger. Mais je vois pas du tout de quoi tu parles, ça me parle pas du tout. Ouais. Mais quand il voit que je suis un peu débordée et que je suis fatiguée, il attend pas que je lui demande, quoi. Il va prendre les devants, et puis il va faire à manger, il va s'occuper des petits, voilà. Mais oui, c'est sûr que c'est quand même moi, dans la majorité du temps, qui gère un petit peu tout ça, et je m'en plains pas. Franchement, je m'en plains pas. Ouais, bon. Moi, j'ai tendance un peu à m'en plaindre. C'est peut-être aussi un peu parce que c'est les débuts, et tu vois, je croyais que la transition serait pas comme ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais salariée, je faisais déjà beaucoup de travail. J'étais que 2 jours au bureau, donc 3 jours à la maison. Donc, tu vois, j'avais l'impression de savoir déjà ce que c'était d'être à la maison beaucoup.
Et en réalité, je trouve que c'est encore autre chose d'y être tout le temps. Et Oui, je ah l'avais bah pas du oui, tout oui, oui. anticipé. Tu Ouais, vois, je ouais. pensais vraiment que ça serait assez similaire. Et Non, parce finalement, que tu gardais quand même une porte de... Enfin, tu oui, voyais autre chose on peut que ta sortir. maison, ça te faisait sortir, tu voyais du monde, Ouais. c'est différent, hein, c'est complètement différent. Hein. Ouais, et donc, tu vois, le matin, finalement, avant de travailler, forcément, je vais remettre la maison un peu d'équerre, quoi. Ouais, Donc, je suis pareil. Et puis j'ai un petit côté maniaque en plus, alors ça aide pas. ouais. Alors moi, je l'ai pas beaucoup, donc je pense que ça, tu vois, mais fatalement, ouais, ça prend bien. Enfin, selon les journées, Ouais, effectivement, ouais, ouais. quand même quelques longues minutes avant de démarrer, et puis t'as vite fait de dire, ah bah attends, je vais passer à l'aspirateur. Ah bah Bah, attends, c'est ça. je vais débarrasser de la vaisselle. Ah bah attends, je vais faire Bah, une c'est ça. lessive Et et du coup, je pense que ça apprend aussi à être très organisé et à être très discipliné. Parce que on a plein de tentations sous les yeux, c'est-à-dire qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut dans la baraque à part travailler. manger Mais un paquet de M&M's ouais, ouais. en t'attendant pour manger. Bah, bravo! C'est le petit encas d'après manger, on a le droit. C'est ça. Mais du coup, j'ai appris aussi à être très organisée dans mes journées, c'est-à-dire que je suis assez, comment dire, intransigeante sur ce fait-là, de me dire qu'il faut que j'optimise mon temps et que je sois réglée un petit peu comme une horloge, quoi. Ouais. Et en plus, c'est que je récupère mes enfants à 16h30, donc c'est Ah oui, quand c'est même tôt. finalement très tôt Mm. pour une journée de travail. Donc il faut absolument que les moments que j'ai à disposition à l'atelier seul Soit efficace soient efficaces, quoi. et Ouais. productif. Ouais. Ouais. Mm. Donc Ouais, oui, je comprends. ça passe par là. Je sais que je monte à l'atelier, il est 9h, je redescends à midi et demi, j'ai ma pause déj de midi et demi à 13h30. J'étends ma machine le midi, je vide mon lave-vaisselle le midi, hop, je vois qu'il est 13h30, je remonte à l'atelier et j'en descends à 16h15 au moment d'aller chercher les enfants, quoi. Ouais. Et après, on a le tunnel du soir avec les enfants, le deuxième métier, entre guillemets, qui vient, les devoirs, le repas du soir, les douches, enfin, c'est... Finalement, je comprends un petit peu quand même ce côté de charge mentale. Alors, je trouve que c'est un petit peu à la mode en ce moment d'en parler Oui. beaucoup. Mm. Mais c'est quand même réaliste, quoi. Enfin, je trouve que nous, les femmes, alors je veux pas mettre en avant le côté féministe, mais on a quand même beaucoup sur les épaules et on s'en rend pas forcément compte, quoi. Oui. Donc, d'autant plus pour les femmes qui travaillent à la maison, comme nous. Parce qu'on a tendance à se dire, oh, elle à la maison, c'est facile, elle le fait quand elle veut, elle a rien à faire, entre guillemets, mais moi, je me rends compte depuis que je fais ça, c'est un boulot monstre, quoi. Enfin, on n'arrête pas. Moi, je n'arrête pas. Je suis pas posée sur mon canapé avant 21h le soir, quoi. Enfin, Ouais. Et puis, notre revenu ne dépend que de nous. ouais, Donc, c'est ça. tout le temps où tu passes, moi, je fais pas mal de rendez-vous médicaux, ou tu vois, ou les courses que tu fais en semaine, alors qu'avant, C'est ça. je les faisais le samedi. Et en fait, à chaque fois, Ouais. je me dis, ouais, c'est du temps où je vais rien produire. Exactement, Mm. exactement. C'est pour ça que, encore une fois, je reviens sur l'optimisation du temps, quoi. Le temps, Mm. c'est précieux, mais moi, je dis toujours, le temps, c'est le bien le plus précieux qu'on a, quoi. Parce que C'est quand clair. je vois, mais au moins, on s'ennuie pas. Par contre, je vois pas mes journées passer. Donc, faut s'adapter. C'est un nouveau rythme. Enfin, c'est un rythme de vie complètement différent. Mais c'est celui qui me plaît à moi, en tout cas. Ouais. Bon, Mm. c'est bien l'essentiel. Ouais, je pense. Tu as des projets pour les prochains mois, les prochaines années, des choses dont tu peux nous parler? Alors des projets. Alors je fonctionne assez. Je t'avoue que je suis assez spontanée dans mes projets. Intuitive. Ouais, c'est ça. Je suis incapable de me dire, ah, bah dans 3 mois je vais faire ça, dans 6 mois je ferai ça. Ouais, J'ai souvent des idées qui me viennent un petit peu quand je suis dans sous la la douche. douche ou la nuit quand je dors. Et je me dis, tiens, faut que je fasse ça. Et du coup, hop, ça me prend, comme la céramique. Hein, la céramique, ça m'est vraiment venu un petit peu d'un coup. Et je me suis lancée tête baissée là-dedans sans attendre, quoi. Donc, des projets, si, à part le petit projet d'atelier dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt, ça, j'aimerais vraiment bien.
trouver un petit espace pour animer des ateliers, accueillir les gens, leur faire réaliser des pièces en céramique ou même des bijoux en polymère. Ça me plairait vraiment bien. Ce serait un challenge pour moi, d'autant plus que je suis assez casanière, moi, en fait. J'aime bien la solitude. Je cherche pas à être en contact en permanence avec le monde. Et du coup, je pense que ça serait un challenge et ce serait un petit défi à relever de se lancer dans ce projet-là. Et je suis persuadée que ça me plairait, quoi. Et en plus, j'ai beaucoup de demandes de personnes qui me disent mais tu fais pas de formation, tu proposes pas d'atelier, j'aimerais bien faire une tasse. Donc voilà, je pense que ça peut être un petit truc chouette à mettre en place. Eh ben super. Et un livre, ça te plairait? Ah, j'y ai jamais pensé. Mais un livre, je sais pas, je me trouverais un petit peu prétentieuse de dire que je peux faire un livre, en fait. Ouais. Je sais pas, pourquoi pas. Après, je t'avoue que je sais pas si je serais capable d'écrire plus de 3 pages sur moi, quoi, ou sur. Je t'avoue que je sais pas. Pourquoi pas? Si un jour on me contacte, une maison d'édition spécialisée dans les créatrices, faudrait que je discute du projet avec eux et que je vois où est-ce que ça me peut mener. Et pourquoi pas? Mais quand tu dis, tu sais pas si t'en es capable, il y a ce côté un peu syndrome de l'imposteur. Du fait que tu oui, ça c'est. Alors ça, oui, c'est sûr. Alors avec le temps, je l'ai de moins en moins. Mais je l'ai eu beaucoup, justement quand je me suis lancée dans la poterie, parce que tu vois, je dis encore, les vrais céramistes, les vrais potiers font des formations, ont des diplômes, passent du temps à justement apprendre auprès de professionnels et de professeurs. Moi, clairement, je l'ai jamais fait. J'ai pris un cours de 2 heures avec une céramiste. Et du coup, c'est là où je me dis que ça peut enlever de la légitimité à ma réussite, entre guillemets. Mais après, quand je vois que ça plaît et que ça apporte du plaisir et une petite touche de bonheur à celles qui se retrouvent avec mes pièces entre les mains, et que finalement, elles me disent qu'elles sont jolies et qu'elles préfèrent m'acheter à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre, ça me prouve que voilà, j'ai raison de me dire, entre guillemets, potière. mais c'est encore difficile. Alors, comment tu te présentes si je te rencontre dans la rue ou devant l'école? Alors, ça, c'est la question que je redoute toujours. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En général, je dis que je suis créatrice. Alors, je dis pas potière ou céramiste, parce que je me considère pas vraiment comme potière ou céramiste. Je dis que je suis créatrice parce que je trouve que ça englobe un petit peu le tout, et je touche un petit peu à plusieurs matières aussi. Donc, je me cantonne pas juste à ce rôle de potière. Voilà, j'aime bien créer, donc je suis créatrice. Après, je précise en général de quoi. Parce qu'ils me disent, ah bon, créatrice, mais créatrice. Oui, c'est ça, c'est très vaste. Et c'est là où je précise que je fais de la poterie et des bijoux en argile polymère. Voilà, c'est ce que mes enfants disent quand à l'école on leur pose la question du métier des parents, ils disent créatrice. D'accord. Et alors, est-ce que tu as droit à la question fatidique, mais t'en vis? T'arrives à en vivre? Ah ça, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'y suis habituée parce que quoique je suis un peu blasée à force d'entendre ça, parce que je trouve que ça donne une image, en fait, des artisans et de la créatrice un peu dévalorisante, un peu de celle qui a fait de son hobby son passe-temps, quoi. Enfin, alors que j'aime pas parler d'argent, mais j'arrive à me faire beaucoup plus d'argent que quand je bossais dans la communication, tu vois. Et je me sens beaucoup plus valorisée en gagnant de l'argent à partir de choses qui sont faites de mes propres mains. Et en ne dépendant pas d'un patron, et en n'ayant pas cette hiérarchie qui nous écrase un petit peu. Donc, en général, quand on me pose la question, maintenant, je dis oui, ça marche très bien. Voilà. Merci, ta gueule. Voilà. Ok, écoute, c'est chouette. C'est marrant parce que avec Élise de The Comptoir, dans l'épisode 103, on en a parlé de ce que ça pouvait justement
générer chez la créatrice cette Ouais. question, enfin c'est les sentiments que cette question apporte. Est-ce Ouais. que tu en vis? Et c'est vrai que moi je me rendais pas compte de ce côté dévalorisant, tu vois. Ouais. Et parce qu'en fait on pose ça vraiment peut-être des fois Ah mais très oui, naïvement, alors, tu vois. je sais très bien qu'il y a aucune méchanceté, il y a pas de malveillance dans cette Mm. question-là parce que oui, effectivement, on peut se dire C'est plus de l'inquiétude, quoi. Ouais. Comment en vendant des boucles d'oreilles faites en pâte Fimo et et des tasses, on peut réussir à À faire un salaire, ouais. Mais c'est vrai que sur le coup, on peut se dire bah c'est quoi? C'est un manque de confiance, donc c'est vrai que ça peut vite faire douter, mais je peux comprendre qu'on pose la question. Je pense que on est encore habitué à avoir quand on demande le métier qu'on fait, bah voilà, il faut un métier qu'on nous a appris à Sérieux, quoi. l'école. Ouais, comptable, coiffeur, Voilà, banquier, exactement. ouais. Et on n'a pas encore l'esprit assez ouvert sur ces choses-là, de se dire qu'on peut avoir des métiers complètement différents de ce qu'on nous a toujours inculqué toute notre vie. Et voilà, faut s'ouvrir un petit peu l'esprit là-dessus, mais ça demande quand même ouais, une ouverture d'esprit, quoi. Super, ça marche. Alors pour conclure, Pauline, de quoi tu es la plus fière? De quoi je suis la plus fière? Par rapport à mon activité? De tout. Ça peut être ta vie, ton œuvre au sens large. De tout. Je pense que c'est un peu cucul à praline, mais Oui, alors souvent ça appelle une réponse cucul à praline, je te l'accorde. Moi, je pense que je dirais aussi un truc très cucul à praline. Ouais, bah je suis très fière de réussir à me rendre heureuse quotidiennement, en fait. J'ai réussi à trouver un équilibre de vie qui me comble. Et ça, je touche du bois pour que ça perdure toute ma vie. J'ai l'impression d'être un petit peu une privilégiée dans le sens où je vois autour de moi que des gens sont malheureux, qu'ils ont des soucis dans leur vie énormes, surtout qu'avec ce qui se passe autour de nous en ce moment dans le monde entier. Et je me sens vraiment chanceuse d'avoir ce bonheur à portée de main et de réussir à le nourrir un petit peu chaque jour. Enfin, je dirais que c'est mon bien le plus précieux et après, je pense qu'il faut justement cette image de le nourrir un petit peu, ce bonheur chaque jour. C'est de l'entretien. C'est voilà, tu sais que tu es heureuse, tu sais que tu as tout pour l'être, donc tu l'entretiens, tu fais en sorte que ça continue. Ça passe par mon activité, ça passe par ma vie de couple, ça passe par ma vie de famille. Voilà, et je suis fière d'avoir trouvé cet équilibre de vie-là. Cette alchimie. Très bien, très Voilà. bien. Parfait. C'était pas cucul la praline. ou si, j'en sais rien, peu importe, c'était ta réponse et c'était chouette. Ouais, voilà. Très bien. Et ben écoute, merci beaucoup Pauline pour ce moment passé avec toi. Bah, merci à toi, j'appréhendais un petit peu et c'était un vrai moment de plaisir, donc merci beaucoup. Je te l'avais dit, hein, je suis gentille. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Me revoici. Filez découvrir le compte de Pauline si vous ne la connaissez pas encore, sous le pseudo Mimine de Pauline. De mon côté, si vous n'avez pas encore rejoint les rangs de mon compte Insta, eh ben faites-le. Sous le pseudo Podcast Fait Main tout simplement. Et puis si Insta c'est pas votre truc, laissez-moi votre adresse email sur mon site podcastfaitmain.fr dans la section newsletter et vous recevrez régulièrement les news des épisodes. N'oubliez pas également de vous abonner sur votre plateforme de podcast, donc c'est le petit bouton abonner tout simplement. C'est entièrement gratuit et c'est un bon moyen de m'aider à développer la visibilité du podcast. Et si vous aimez mon travail, parce que oui, c'est désormais mon travail, je vous invite à me soutenir, soit en partageant les épisodes autour de vous, sur WhatsApp, sur Instagram par exemple, soit en me soutenant financièrement avec quelques euros sur Tipeee, la plateforme de financement participatif que j'utilise. Rendez-vous sur podcastfaitmain.fr pour les détails et passez à l'action. Et évidemment, si vous faites les deux, partage et Tipeee, c'est super cool. Et vous le savez, désormais on a rendez-vous toutes les semaines pour un nouvel épisode et ça me demande un engagement encore plus important, alors j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci d'être là et à très vite pour le prochain épisode. Et évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. À bientôt!